Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Montrez-nous votre pouce si tout va bien pendant quelques secondes, qu'on puisse au moins se saluer. Vous savez que en Afrique, l'Afrique qu'on célèbre aujourd'hui, les salutations sont très très importantes et vraiment il faut savoir dire bonjour, il faut savoir montrer qu'on a vu l'autre personne, demander comment va la famille, comment vont les enfants, si on n'est pas malade, etc. Donc, bonjour à tout le monde et à toute la famille et à vous particulièrement. Bravo d'être réveillés si tôt. Ceux qui nous rejoignent de la zone Afrique en GMT, savoir qu'il est 6h34 du matin au Sénégal. Donc, c'est vraiment des amoureux Ouais. du savoir que nous avons là. Donc, pour ouvrir cette conférence aujourd'hui, dans la joie, j'ai envie de remercier tous les participants qui ont contribué au sponsoring de la conférence et tous ceux qui se sont inscrits. J'ai envie de remercier aussi les sponsors. On en célébrera un à la fin de chaque séance. J'ai envie de remercier aussi mon équipe qui a été vraiment très, très active et volontaire dans la préparation de cette conférence. Et sans autre forme de procès, je déclare ouverte la quatrième conférence Ali, cette fois avec la coopération bienvenue de ILOC. Et c'est Sosten Meboma qui sera l'hôte de cette session et Rama sera au contrôle pour tout ce qui est logistique. Notre présentateur, c'est Moubeke Philémon. Bonjour Philémon, et je laisse Sosten te présenter et Rama partager la présentation. Merci Merci à Estelle. toi. Si jamais vous arrivez à m'entendre, un pouce serait le bienvenu. On n'est jamais trop sûr avec tout ça. Ou alors un oui. Ah, parfait, merci. Bien, merci Estelle une fois de plus. Et puis, sans autre, on va commencer avec la première conférence, la première discussion qui sera celle de Philémon Moubeke Amboussi, que je vais rapidement présenter avant de lui passer la parole. Donc, Philémon est docteur en droit, spécialité histoire du droit et des institutions. Et ses recherches aux universités de Yaoundé 2 et d'Aix-Marseille sont consacrées au rapport entre État et coutume au Cameroun, dans la période qui va de 1884 à 1996 ou 1996. Et il est aussi boursier, il a été boursier de la Fondation Afrique Avenir Internationale, de la Fondation Prince Koumando III à Bonabéry. Et il va ouvrir ce cycle de conférences en nous parlant de la figure du chef dans une Afrique précoloniale. Donc, Philémon, voilà, je vais te passer la parole, mais avant, juste, je vais demander aux participants de bien vouloir enregistrer toutes les questions dans le chat. Comme ça, je pourrais aussitôt les retransmettre au docteur Moubeke au fur et à mesure. Merci, Philémon. Je te laisse la parole. OK. Merci, Sosten. Merci, Estelle. Merci, Rama. Et merci à tous ceux qui nous suivent, de près ou de loin. Je dois d'abord dire d'entrée de jeu que pour entrer dans le vif du sujet, il faut renoncer d'ores et déjà à la logique purement formelle que nous avons héritée de notre formation dans l'épistémologie occidentale, notamment le cartésianisme en fait. Il faut se plonger dans l'univers de la pensée en négroculture, en Afrique noire, pour comprendre que ici, nous ne sommes pas dans une césure entre le rationnel et l'irrationnel, entre le profane et le sacré. Nous sommes dans l'englobement, l'univers de l'englobement et de la pensée de la totalité. C'est dans ce sens qu'il faut inscrire cette conférence. Le thème de cette conférence est la figure du chef de village en Afrique noire précoloniale. Il faut d'abord dire d'entrée de jeu que le thème en lui-même est un peu problématique, dans la mesure où le mot chef n'est pas un mot ou alors un concept africain. C'est un concept qui a été introduit en Afrique par la colonisation pour
en quelque sorte déprécier la figure du roi africain. Parce qu'en réalité, il faut le dire, c'est un roi. Il n'est pas chef, parce qu'on peut nommer un chef, on ne nomme pas un roi. À partir de là, vous comprenez la différence. Et la notion même de village renvoie ici, comment on dit, au premier cadre d'amalgamation. Nous sommes là dans le processus civilisationnel, le processus de dominisation, où l'homme sort de la brousse pour constituer les proto-villages à partir de la pratique de l'agriculture, étant donné que l'agriculture est la mère de la civilisation. On part donc de la brousse pour le village, du village pour le royaume, voilà, du village pour la ville. Ça, c'est le second cadre d'amalgamation, et du royaume ou de la ville pour l'État, l'État moderne que nous connaissons, qui est en réalité le troisième cadre d'amalgamation dans le processus civilisationnel. Et la notion d'Afrique précoloniale ici nous renvoie tout simplement à la société africaine avant l'arrivée des Occidentaux. Ou alors, si on ne peut pas aller jusque-là, on va dire à la logique qui prévalait dans la société africaine avant la colonisation. On pourrait même y inclure la colonisation arabe aussi, puisque ça a été la première colonisation en Afrique. Voilà donc présenté de manière ramassée les concepts phares de notre thème, chef, village, Afrique noire, précoloniale. Avant de passer, je vais préciser que nous allons nous attarder sur l'Afrique noire. C'est vrai que l'Afrique noire, le concept noir, ou alors le qualificatif noir n'apparaît pas dans notre thème, mais il s'agit de l'Afrique noire, de la pensée de l'Afrique noire. La problématique qui traverse de bout en bout cet exposé est la suivante. Que représente le chef traditionnel dans les sociétés de type communautaire d'Afrique noire? Que représente le chef traditionnel dans les sociétés de type communautaire d'Afrique noire? Et la structure de présentation, alors la réponse à cette problématique sera cadencée de cette manière. La mise en contexte de notre sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie le choix d'un tel thème pour cet exposé, le statut du chef, c'est-à-dire comment accède-t-on à, comment devient-on chef traditionnel, les fonctions du chef, fonctions ou règne du chef et les pouvoirs du chef, avant de conclure. Nous avons évité la présentation binaire du plan que nous avons hérité des universités pour être plus audible et plus compréhensible. Retournons un peu au contexte. Le contexte ici peut être vu au moins à un double niveau. Il s'agit pour les États d'Afrique noire qui ont hérité l'État de type jacobin, l'État en tant que structure politique du type jacobin avec la colonisation occidentale, de repenser le processus d'endogénéisation des institutions. Autrement dit, l'adaptation tropicale, la tropicalisation de l'État en Afrique noire pour sortir de, de la mission civilisatrice et définir les institutions africaines sur la base des réalités africaines. Ça, c'est le premier point qui justifie, c'est-à-dire le contexte de la réforme de l'État, le contexte de la redéfinition du contrat social pour trouver un consensus qui puisse gouverner la société africaine durablement. Le contexte de choix de ce sujet aussi relève de ce qu'on appelle un peu les études décoloniales ou post-coloniales, c'est-à-dire le paradigme jacobin qui nous a été enseigné, la structure politique que nous avons héritée de la colonisation qui est en vogue dans nos contextes jusqu'à aujourd'hui, même dans le cadre des études institutionnelles, doit être questionné. On doit questionner sa pertinence et maintenant produire des connaissances nouvelles dans le cadre des savoirs décoloniales, dans le cadre de l'épistémologie décoloniale, je voulais dire, excusez-moi, pour essayer de revaloriser l'épistémologie du Sud. C'est de ça qu'il est question, les connaissances du Sud. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, voilà le double contexte. La réforme de l'État, la production d'une épistémologie nouvelle à travers la revalorisation des connaissances du Sud et leur introduction dans les curricula. Pour ce qui est du statut du chef traditionnel, nous devons dire que le statut du chef traditionnel fait émerger au moins deux ou trois questions. La première question, c'est de savoir comment devient-on chef. À cette question, on peut répondre de manière simple.
il y a deux modes de dévolution du pouvoir politique en Afrique noire, soit la voie héréditaire, soit la gérontocratie rotative. La voie héréditaire, à travers la succession directe, la règle du le droit d'aînesse, c'est-à-dire c'est l'aîné parmi les garçons qui prend le pouvoir. Ça, c'est la première modalité de la voie héréditaire. La seconde modalité, c'est le fils aîné de la sœur du chef qui prend le pouvoir. Parce qu'on dit souvent, la maternité est sûre et la paternité n'est jamais sûre. Il faut donc se rassurer que quelqu'un qui a du sang royal accède au trône. Et pour ce qui est de la gérontocratie rotative, c'est simple, c'est le plus âgé du clan, alors du village qui prend le pouvoir au décès du chef vivant. Donc voilà les modalités phares d'accès à la chefferie traditionnelle. L'hérédité et, comment dire, la gérontocratie rotative. Maintenant, il faut donc inclure ce statut du chef dans l'environnement global de l'Afrique noire, notamment la vision du monde africain. Et dans la vision du monde africain, on parle du postulat que le monde a été créé non pas à partir de rien, mais à partir d'un monde préexistant. Et que le processus de création a consisté tout simplement à établir une forme de différenciation. Je me répète un peu pour qu'on se comprenne bien. Renonçons un peu à la pensée qu'on a héritée des religions du livre, hein, c'est-à-dire le judaïsme, la chrétienté et l'islam. Et là, on plonge dans la pensée africaine. Dans la pensée africaine, depuis l'Égypte, la Nubie, l'Éthiopie, jusqu'à l'Afrique noire contemporaine, on vous dit, le monde ne naît pas es nihilo. C'est-à-dire, avant le monde, il y a un avant-monde. Cet avant-monde est constitué de tout ce qu'on trouve dans le monde d'aujourd'hui, mais à l'état informe. Et dans cet avant-monde vivait l'énergie primordiale qui a pris conscience du désordre qui régnait et a décidé de mettre de l'ordre. Et la création n'a été que la mise en ordre du désordre primordial. Si on se comprend bien, ça veut donc dire que le monde préexistant est un monde de désordre. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'ordonnancement. C'est ça la différenciation. On est passé d'un monde de désordre, on a mis de l'ordre, le divin a mis de l'ordre, le démiurge, et nous sommes partis dans le monde de la régulation. C'est pour ça que la société des hommes est régulée, c'est pour ça que l'univers est régulé, et c'est ces lois de l'univers qui étudient la mathématique, la physique, etc., les sciences exactes. C'est pour ça que la société est régulée, et le comportement social est étudié par le droit, la théologie, la politique, la science politique, etc., parce que le monde doit être régulé. C'est ce en quoi a consisté le processus de différenciation, c'est la mise en ordonnancement, la mise en règle du monde. Le monde négro-africain est aussi un monde connecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de césure entre l'avant-vie, la vie et l'après-vie. Tout est lié. Et on appelle cela l'englobement. C'est le principe de l'englobement. Autrement dit, dans l'avant-vie, ceux qui sont dans l'avant-vie, qui doivent entrer dans notre monde, nous, ne sommes pas séparés de notre monde. En réalité, il s'agit juste des phases de l'évolution de la vie. Et c'est un cycle qui recommence, en fait. L'enfant naît dans une société, meurt à l'âge adulte, il devient ancêtre, il se réincarne et il renaît. Et c'est ce qu'on appelle l'interconnexion des mondes. C'est pour ça qu'en Afrique, on dit les morts ne sont pas morts, en réalité. Et c'est pour ça qu'il existe des ancêtres méritants. Et c'est ces ancêtres méritants que l'Église appelle les saints, c'est-à-dire ceux qui ont vécu dans la justice, dans la vérité. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi je parle de justice et de vérité lorsque nous allons aborder, comment dire, la hiérarchie dans l'ordre traditionnel. Les Africains partent donc du postulat que la vie elle-même, si nous prenons seulement le monde actuel, le monde de la régulation dans lequel nous vivons, n'est qu'une étape transitoire. C'est-à-dire la vie n'est pas la finalité. La finalité de l'homme n'est pas de vivre sur cette terre. Et cette vie, au cours de cette phase transitoire, l'homme doit gagner son immortalité. Parce que la vie est faite de la confrontation entre deux entités contradictoires, la vie et la mort. Et la mort, c'est l'anéantissement de la vie. Or, l'homme étant d'essence, comment dire, l'homme est divin dans la conception négro-africaine. Je vous ai dit que dans la conception négro-africaine, le divin n'est pas séparé du profane.
il y a du divin en l'homme, il y a du divin dans la plante, il y a du divin dans le cosmos, il y a le divin dans les animaux. Tout est sacré. Et c'est ce qui constitue ce qu'on appelle la philosophie de l'animisme. Et pour que la vie puisse donc perdurer, il faut que le caractère divin de l'homme puisse dominer. Et ce caractère domine comment? À travers le comportement de l'homme vis-à-vis des autres hommes, à travers la pratique de la vérité, des principes éternels, de vérité, de justice, de transparence. C'est pour ça qu'on va vous dire que les sociétés négro-africaines d'avant la colonisation, les hommes étaient intègres dans ces sociétés parce qu'ils croyaient à l'existence des principes éternels. Parce que l'homme est à la quête de l'immortalité. La vie, c'est l'anéantissement. La vie, c'est le désordre. Du moins, le contraire de cette vie-là, c'est l'anéantissement. Je veux dire la mort. La mort, c'est l'anéantissement. La mort, c'est le désordre. La mort, c'est la rupture de la création. Or, il faut que la vie puisse continuer. Le dernier niveau ici, dans la vision du monde africaine, c'est ce qu'on appelle, comment dire, l'existence d'un multivers. C'est-à-dire, l'univers actuel n'est pas la destinée, n'est pas notre destinée. Nous sommes de passage. Je vous ai dit que la vie est une phase transitoire, n'est-ce pas? Nous passons de la vie comment dire, à la mort, mais nous ne sommes pas morts, puisque les morts ne sont pas morts, nous devenons des ancêtres. Et nous ne pouvons devenir des ancêtres que parce que nous avons vécu dans la justice. Nous intégrons un autre niveau d'ordonnancement, qui est le monde invisible, le monde des ancêtres, le monde des esprits, des égrégores. Ça, c'est la vision du monde en Afrique noire. Mais pour comprendre cette vision du monde en Afrique noire, il faut comprendre l'articulation des rapports dans les sociétés négro-africaines. Et c'est ce que j'ai appelé la hiérarchie de l'ordre dans l'ordre traditionnel. Nous sommes toujours au niveau du statut, dans la hiérarchie de l'ordre traditionnel. Et vous ne pouvez pas comprendre la société négro-africaine si vous ne comprenez pas cette hiérarchie. Voilà comment les Africains présentent l'ordonnancement du monde. Ils disent, au premier niveau de la hiérarchie se trouve le créateur, la force des forces, Nyambé chez les Douala, Nangala chez les Bambara, Amana chez les Dogons, à Madagascar, ou alors chez les Coptes, Moubel chez les Bafians. Dieu, c'est l'ancêtre suprême, c'est le référent. C'est parce que c'est le référent, je prends un exemple, les Douala se saluent en disant, Dieu tout sait, Nyambé, qui est le plus grand des esprits? Quel est le plus grand des esprits? Ils répondent, c'est Dieu. Ça veut dire que toi et moi, nous avons pour référentiel Dieu. Il n'y a rien au-dessus de ça. Il chapeaute la hiérarchie de l'ordre traditionnel. Un peu en deçà de Dieu, vous trouvez ce qu'on appelle les esprits tutélaires ou alors les égrégores. Notamment dans les sociétés secrètes, c'est là-bas qu'on les retrouve. Des sociétés comme le Djengu, chez les Douala, le Héroumé, chez les Bafia, ou alors d'autres sociétés, chez les Béti, chez les Dogons, à travers le culte du Lébé, en réalité, où on évoque les ancêtres pour que les ancêtres aident soit à rendre justice, soit à conjurer le sort, soit à, comment dire, à guérir le malade, ou alors à forger le caractère de l'homme à travers le rite, en réalité. Donc, ces entités jouent un rôle positif dans la vie de l'homme, ce ne sont pas des vues de l'esprit. Maintenant, au troisième niveau, nous avons les ancêtres. Ne peut devenir ancêtre que celui qui a vécu selon les principes divins, c'est-à-dire qui respecte Dieu. Dieu, c'est la justice, la vérité, la perfection. Tout ce qui est parfait, c'est Dieu. C'est comme ça la conception de Dieu en Afrique noire. Dieu n'est pas un Dieu guerrier en Afrique noire. Ça, c'est une conception que nous avons héritée des religions monothéistes. Les ancêtres leur comportement doit être conforme à Dieu, c'est-à-dire au principe de justice et de vérité. C'est lorsque vous avez vécu dans la justice et de la vérité que vous devenez un ancêtre, c'est-à-dire un immortel. Le statut d'ancêtre, c'est le statut de l'immortalité. Maintenant, au quatrième niveau de cette pyramide, vous avez donc la communauté. Et le chef de cette communauté est donc celui qu'on appelle le chef de village, ou alors le roi africain, le roi négro-africain. Ça veut dire que quoi? Ce qui fonde la légitimité du roi négro-africain, ce n'est pas l'assentiment populaire du pouvoir au sein de la communauté. Je ne suis pas en train de dire que cet assentiment n'existe pas, ça existe, mais c'est le comportement, les actes concrets que pose le chef en fonction de la première référence qui est Dieu, la redevabilité par rapport au génie tutélaire et le respect de la conduite des ancêtres. Si le chef ne fait pas ça, il ne peut régner sur aucune communauté en Afrique noire. Il sera contesté et destitué. Maintenant, au sein de la communauté, comme il est le représentant à la fois de Dieu, des égrégores et des ancêtres, il est vénéré, même s'il n'a que 5 ans. Vous allez donc voir des comportements où les populations viennent
ils se mettent à genoux, ils claquent les doigts avant de parler au chef. C'est pour dire, nous reconnaissons que vous représentez le divin, vous représentez les génies tutélaires qui nous gardent, vous représentez l'ancêtre, vous êtes le symbole de la continuité et de la permanence du pouvoir divin tel qu'il règne sur terre. C'est ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire que les gars s'agenouillent devant le garçon de 5 ans. C'est tout ce que ce garçon représente. Si on était dans les termes modernes, on dirait qu'il est le garant de l'intérêt général, de la permanence et de la continuité de l'État. Mais ce n'est pas comme ça que nous on parle en Afrique, non. On dit qu'il est le représentant de Dieu, des égrégores, des ancêtres. Il est donc le symbole du pouvoir et de la continuité de la société, de la tradition. Je vais donc prendre, comment dire, après la communauté, donc, on va venir, on va retrouver, comment dire, l'ordre végétal et l'ordre animal. Parce que le chef n'est pas seulement chef de la communauté. Si vous êtes chef, on vous a intronisé pendant que la société était dans l'abondance et que durant votre règne, la sécheresse commence et le peuple est affamé, vous êtes un mauvais chef. Ça veut dire que vous n'avez pas su conjurer les sorts en évoquant des génies pour que le peuple vive dans l'abondance. Parce que l'Afrique, comment dire, célèbre l'abondance. La vie, c'est l'abondance. La vie, ce n'est pas la rareté. Ou alors le manque. La vie, c'est l'abondance. Si on vous a intronisé chef, alors que dans votre royaume, on trouvait 10 000 abeilles, et qu'à la fin de votre règne, on a 1000 abeilles, vous êtes un mauvais chef. Ça veut dire que la nature a été décimée. Je vous ai dit qu'en Afrique, tout est sacré. Et vous allez comprendre pourquoi tout est sacré au niveau de notre dernier point sur le statut du chef. Prenons l'exemple de l'homme, la conception africaine de l'homme. On va vous dire, l'homme s'inscrit dans la pluralité des ordres. Au plan social, il a un nom. C'est le nom qui inclut l'homme dans l'ordre social. Au plan cosmologique, il a le totem. Le totem, c'est la version cosmologique de l'homme. Au plan somatique, il a un corps. Au plan métaphysique, il a l'âme. Vous comprenez donc que la conception de l'homme en négro-culture n'a rien à voir avec la conception de l'homme en Occident. Et tous ces éléments sont sacrés. Je vous ai dit que même le totem, puisqu'en Afrique, même Dieu lui-même a un totem. D'abord, depuis la Nubie, avant même l'Égypte, le totem de Amun-Ré, c'est le bélier. C'est pour ça que le fils de Dieu est l'agneau de Dieu, parce que fils des béliers. Dieu lui-même a un totem, combien de fois l'homme? C'est la conception africaine. Je vous ai demandé de renoncer un peu, comment dire, à la vision du monde occidental, sinon vous ne comprendrez rien. On peut dire que Dieu a un totem, l'homme a un totem, qu'est-ce que ça signifie? C'est que la société, l'univers, le divin, le cosmos, tout est lié. Et ce lien-là se retrouve même au sein de l'individu. L'entité divine, c'est l'âme. L'entité cosmologique, c'est le totem. L'entité somatique, c'est le corps. L'entité sociale, c'est le nom. C'est pour ça qu'en Afrique, on a appelé quelqu'un par son nom. C'est l'identifier, c'est primordial. Lorsque quelqu'un veut prendre la parole, il commence à décliner son nom. C'est-à-dire que je suis membre de telle communauté. Je suis issu de la lignée de telle. OK, ça c'est pour ce qui est du statut. S'il vous plaît, on peut passer aux fonctions du chef. Parce que nous courons après le temps. Les fonctions. Fonctions et règne du chef. Les fonctions du chef s'inscrivent principalement dans le cadre de la communauté. La notion de communauté ici est riche de sens en Afrique noire. La communauté prime sur l'individu. Puisque je vous ai dit que le but de la vie, c'est que l'univers soit régulé. Et pour que l'univers soit régulé, il faut que l'homme s'intègre à cette régulation globale du cosmos, à cette régulation globale de la communauté, que l'homme s'efface. L'homme n'est pas un élément prépondérant. Nous ne sommes pas, dans la conception africaine, l'homme n'est pas au-dessus de la hiérarchie de la création de Dieu, non. C'est vraiment, en Afrique, non, ce n'est même pas admissible. D'abord, il n'y a même pas de, comment dire, au plan de la conception, de la distinction entre l'ordre social, l'ordre cosmologique, l'ordre végétal, l'ordre animal, il n'y a pas de hiérarchie, en réalité. Tout vient au même niveau. Le but, c'est que la vie puisse continuer, et pour que la vie puisse continuer, il faut que la société soit régulée. L'homme doit donc s'intégrer au sein d'une communauté. C'est pour ça que les droits, même la conception des droits est différente, ce qu'on appelle un peu les droits de l'homme. La communauté est donc le lieu de partage de la vie. Je vous ai dit que le but de la création, c'est que la vie puisse continuer parce que la vie vient de l'antivie. L'univers vient de l'avant-monde. Le monde vient de l'avant-monde. En réalité, il y a donc une dialectique entre la mort et la vie.
il y a donc une ritualisation de la vie au sein de la communauté. Cette ritualisation s'applique même à l'échelle individuelle, à travers la formation de la personnalité de l'homme. La communauté est aussi le lieu de partage des décisions. Le chef a beau être le représentant de Dieu, le représentant des ancêtres, le représentant des génies tutélaires, l'incarnation du divin sur terre et la figure de proue de la communauté, il doit négocier l'ordre social. Et je vais prendre 2 à 3 exemples. Le premier point, c'est ce qu'on appelle la palabre traditionnelle. Alors, la palabre, c'est ce que les gens connaissent le plus. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un litige, la communauté dans son entièreté doit se réunir. Lorsque la communauté ne peut pas se réunir dans son entièreté, les figures de proue de la communauté, c'est-à-dire les chefs de lignage, se réunissent autour du chef pour délibérer. Et le résultat de cette délibération sont annoncés par le chef. Au niveau du lignage, même lorsqu'il y a un problème, c'est tous les membres du lignage qui se retrouvent, que ce soit pour rendre justice, que ce soit pour juger la mort, puisqu'en Afrique noire, même la mort est une anomalie. Je vous ai dit qu'il doit avoir primauté de la vie sur la mort. La mort ne peut pas triompher. Donc, chaque fois qu'il y a mort d'homme, il y a un tribunal qui se met en place. C'est ce qu'on appelle chez nous la cérémonie traditionnelle, où on juge la mort pour que la mort pour que la mort ne prime pas sur la vie, pour que les forces du mal ne dominent pas sur les forces du bien. OK? Donc, dans la prise de décision, donc, on va privilégier la conciliation, notamment à travers le recours à la théorie du bouc émissaire. C'est-à-dire pour réconcilier les parties, on va dire non, pardonne ton frère, c'est un mauvais génie, il n'est pas mauvais, tu sais, c'est ton frère, dans tous les cas, vous êtes appelés à vivre ensemble. La solidarité, c'est-à-dire même si ton frère a commis une faute, tu es solidaire et la communauté tout entière est solidaire de la faute. On va chercher à réparer la faute sans, ostraciser vraiment le fautif, sans lui renvoyer toute la culpabilité. Et lorsqu'on veut même le punir, à travers ce qu'on va appeler l'exclusion de la société, on va le renvoyer chez la famille de, ses grands-pères maternels. Or, il y a un adage en Afrique qui dit l'enfant ne peut pas mourir chez ses grands frères maternels. En réalité, on le renvoie là-bas pour parfaire son éducation, en quelque sorte. Donc, c'est le modèle délibératif. La délibération lors des assises politiques, la délibération pour les assises juridiques, pour la justice, comment rendre justice, trancher les litiges, la délibération même pour les organisations rituelles, telles que l'Ongon chez les Bamoun. Tout est délibératif, c'est le modèle délibératif en réalité. Et maintenant, on va retrouver aussi cette conception communautaire au niveau du statut. Le statut de la communauté, le statut de l'individu. Mais l'individu au sein de la communauté n'a pas le même statut. En Afrique noire, jusqu'à pratiquement à l'âge de 42 ans, vous êtes encore un apprenti. C'est-à-dire vous allez suivre l'initiation. Vous ne devenez homme qu'après avoir dépassé toutes les phases de l'initiation. Et là, vous allez retrouver les différentes phases de l'initiation dans les ouvrages que je vais citer en bas, notamment Amadou Hampâté-Bâ, Aspect de la civilisation africaine. Et entre 42 ans et 62 ans, vous êtes appelé à transmettre ce que vous avez reçu. Et à 62 ans, vous pouvez prendre votre retraite. On n'exige plus rien de vous. Lorsque vous pouvez vous donner, vous devenez un sage, un conseil, un guide. Vous n'avez plus l'obligation de transmettre. Vous allez donc voir que le statut des enfants n'est pas celui des adultes n'est pas celui des vieillards. Les vieillards sont les bibliothèques de la société. OK. Nous poursuivons, je vous en prie. En guise de conclusion, oui? Oui, s'il te plaît, avant de poursuivre, c'est là où je joue le mauvais boulot de rappeler un petit peu le temps qui s'égrène. D'accord. Oui, disons que je suis en train de conclure. OK. En guise de conclusion, on peut retenir que le chef traditionnel africain est l'intermédiaire entre les vivants et les morts. Les vivants, on a vu la communauté, le monde animal, le monde végétal. Les morts, c'est l'ancêtre suprême, les égrégores, et les ancêtres. En réalité, c'est le monde invisible. Hein. Quand on dit vivant et mort, le mot mort ici ne doit pas être pris au sens propre du terme, en réalité. Il est le détenteur du pouvoir visible et invisible. Le pouvoir visible, il exerce au sein de la société, mais il invoque aussi le pouvoir invisible, par exemple pour guérir,
pour rendre justice à travers ce qu'on appelle les preuves de la magie, les ordali, en réalité. Il est l'incarnation de la vie. Le but de l'existence, c'est que la vie puisse continuer. C'est pour ça, par exemple, hein, ça n'a rien d'être de l'homophobie. C'est pour ça que les Africains sont contre l'homosexualité. Voilà une explication plausible. Pourquoi? Tout simplement parce que la famille est constituée de l'homme, dans la conception africaine, de l'homme et de la femme, parce qu'ils doivent procréer. Sans procréation, il n'y a pas de vie. C'est ce qui peut expliquer. Je ne suis pas en train de légitimer quoi que ce soit, je donne juste les faits. Le chef est donc le garant de la vie, de l'harmonie, de la paix, de l'ordre juste de l'univers. C'est-à-dire, l'ordre social doit être calqué sur l'ordre juste de l'univers. Et là, vous avez quelques photos pour symboliser la royauté africaine. Et après des photos, vous avez une bibliographie indicative. Notamment, je vais citer les ouvrages, bon, vous pouvez les lire déjà, hein, Amadou Hampâté-Bâ, Aspect de la civilisation africaine, Castello Liliane, Les épopées d'Afrique noire, Cheikh Anta Diop, Afrique noire précoloniale, Jean Godefroy Bidjima, La palabre, une juridiction de la parole, Théodore Maï Matip, L'univers de la parole. Bref, vous avez une panoplie d'ouvrages qui vous permettent d'approfondir la question et de comprendre la cosmogonie négro-africaine, la vie dans les sociétés de type communautaire et la fonction des chefs traditionnels. Je vous remercie. Sostène, je suis à vous. Merci Philémon. Alors, merci. Je pense que des merci devraient arriver aussi du chat. Merci pour cette magnifique présentation très maîtrisée, hein, et qui porte sur un thème ô combien important. Tu as parlé de la renaissance du savoir africain. On est tous d'accord ici que c'est quelque chose d'essentiel parce que il s'agit là des questions de l'histoire africaine qui, autrefois, ont été occultées, avec les indépendances ont été ressuscitées, mais de plus en plus disparaissent dans nos sociétés. Donc, d'où l'intérêt de rappeler ça et d'évoquer, bien sûr, la dimension scolaire que tu as évoquée. Donc, merci beaucoup, Philémon. Du coup, je vais te faire part des questions qui ont été mentionnées dans le chat. Oui. Une première concerne la place de la femme dans la société bantou précoloniale. Oui. Dans la chefferie précoloniale. Oui. OK. Je vais répondre à cette question en disant ceci. Et là, je vais renvoyer à celui qui veut approfondir sur la question. Je renvoie d'abord à l'ouvrage avant de répondre. L'ouvrage de référence, celui qui veut comprendre la femme africaine, c'est Unité culturelle de l'Afrique noire, Cheikh Anta Diop, Unité culturelle de l'Afrique noire. Le sous-titre, c'est Domaine du matriarcat et du patriarcat de l'Antiquité classique à l'Afrique noire contemporaine. Unité culturelle de l'Afrique noire, domaine du matriarcat et du patriarcat de l'Antiquité classique à l'Afrique noire contemporaine. Et dans cet ouvrage, le professeur Diop nous fait, comment dire, une mise au clair sur le statut de la femme en Afrique noire. Il ressort que la société africaine conçoit d'abord, même le divin. Dans la conception africaine, Dieu n'est pas un homme, Dieu est obéi à ce qu'on appelle le principe de l'androgynie. C'est pour ça que, par exemple, au début de la Nubie, lorsqu'on voulait représenter Dieu, on représentait un homme sur la forme humaine, hein, un homme et une femme assis côte à côte. Il est à la fois Amon, il est à la fois Amana. Vous retrouvez la même conception chez les Dogons, en réalité. Ça veut dire que la femme est, par essence, divine, en réalité. Puisque les Africains passent du postulat que la solitude n'est pas bonne. Vous allez trouver ça même dans la cosmogonie Dogon. Même ce qu'on appelle les jumeaux cosmiques, même en Égypte, à travers la figure d'Isis et d'Osiris. L'homme lui-même, un dieu purement masculin serait, comment dire, infécond. Il ne pourrait pas donner vie, en réalité, dans la conception africaine. Et c'est cette tradition donc du matriarcat qui a généré le tout premier, ce qu'on va appeler le culte de la Madone noire, le culte d'Isis. Et c'est dans la conception africaine, c'est la femme qui est détentrice de la couronne, notamment la Vierge Guêpe, Guêpe représentant la terre. Et c'est la femme qui couronne l'homme, en réalité. Ce que vous devez comprendre. Elle est détentrice de la couronne et c'est elle qui couronne l'homme. C'est pour ça que pour que l'homme réussisse dans la vie, il doit avoir à ses côtés une femme. La femme joue le rôle de sage, c'est elle qui couronne. La couronne appartient à la femme, depuis l'Égypte d'ailleurs. Elle appartient à Guêpe. Et c'est Guêpe qui couronne, le pharaon monte au trône, sur le trône de Guêpe. C'est la même conception en Afrique noire, même chez les Dogons. Et le renard parle, comment dire,
L'image du renapal, qui a été l'image de la solitude, est considérée comme une anomalie. C'est pour ça que la naissance parfaite en Afrique, par exemple, c'est les jumeaux. Un homme et une femme. La reprise des jumeaux cosmiques. L'ancêtre primordial, puisque l'ancêtre primordial, l'ancêtre des ancêtres qui est Dieu lui-même, est à la fois homme et femme, Amon et Aman. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. À partir de là, les Bantous vont donc, comment dire, créer une cosmogonie autour de la femme. Et pour comprendre cette cosmogonie, il faut entrer dans le récit, la Bible Bantou, puisque la Bible Bantou, c'est le récit d'une bête. Par exemple, si on prend le cas des femmes Béti, le récit d'un bête et l'ouvrage de référence, c'est Tirandong d'Outoumé, l'homme, la mort et l'immortalité. Et là, vous allez voir l'image de la femme en tant que gardien du temple, gardien des lieux sacrés, gardien du pouvoir, en réalité. Dans la conception de la société, la femme va s'occuper donc de la famille. Pourquoi? Pourquoi de la famille? Tout simplement parce que c'est à travers la famille que la vie continue. Elle est donc la gardienne de la vie, de l'abondance. Je vous ai dit que le but de l'existence en Afrique, c'est que la vie continue. La mort est l'antichambre, ou alors l'antinomie de la vie. Et c'est elle qui va donc s'occuper, elle sera aussi la mamelle nourricière de la société. C'est pour ça que c'est elle qui cultive les champs. Elle peut être aidée par l'homme, mais elle a pour charge de cultiver pour nourrir la famille, nourrir la société, pour que la vie puisse continuer dans l'abondance et ainsi de suite. Vous avez la même conception chez les Dogons. Je vous l'envoie à l'ouvrage de Marcel Griol, Entretien avec Ogoutmeli, le dieu d'eau. Je vous renvoie aussi à Massoumandala, la Bible orale de Douala. Je vous renvoie au récit d'une bête chez les femmes Béti. Vous allez voir l'image authentique de la femme. Et si vous voulez faire une étude historique à l'ouvrage de Cheikh Anta Diop. Merci. Merci Philémon. Je vais profiter du fait d'être présentateur pour également poser une question. Elle concerne la philosophie de l'animisme que tu as évoqué tout à l'heure. J'aimerais s'il te plaît connaître un petit peu comment est-ce que tu la considères, si on tient compte du fait que très souvent elles ont été présentées comme de manière péjorative, dans le sens où les peuples d'Afrique avant la colonisation étaient des animistes, c'est-à-dire ils croyaient notamment aux forces de la nature. Oui. À travers d'abord la présentation que je venais de faire, vous avez compris qu'en réalité, il y a un Dieu suprême, un être suprême dans la cosmogonie africaine. Mais je vais vous renvoyer à un ouvrage, puisque nous sommes des enseignants et nous devons faire œuvre de pédagogie. L'ouvrage de référence, c'est Jean-Paul Effa, Le Dieu perdu dans l'herbe, l'animisme, une philosophie africaine. Jean-Paul Effa, Le Dieu perdu dans l'herbe. Vous pouvez l'avoir facilement en Europe. Hein? Puisqu'il a publié ça en France, je crois, je ne connais plus quelle maison d'édition. Jean-Paul Effa, Le Dieu perdu dans l'herbe, c'est le titre. Le sous-titre, c'est L'animisme, une philosophie africaine. En fait, Jean-Paul Effa, dans cet ouvrage, nous dit ce que je vous ai dit tantôt, qu'en Afrique, il n'y a pas de séparation entre le profane et le sacré, ça n'existe pas. Tout est sacré, tout est ritualisé. L'homme lui-même est sacré, l'herbe est sacrée, l'animal est sacré, l'arbre est sacré, la forêt est sacrée, l'univers est sacré. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, l'âme de Dieu anime toutes les choses. C'est ça l'animisme. Au sens que nous donne Jean-Paul Effa. Même ce qu'on appelle les égrégores, les esprits, sont au service de cette âme de Dieu, de l'ordre juste, pour que la vie puisse continuer en harmonie avec l'univers. C'est pour ça que l'homme africain est attaché à la terre, est attaché au rituel, est attaché à l'univers. C'est ça l'animisme. L'âme de Dieu anime toutes les choses. Et je pense que l'ouvrage vous en dira davantage. Merci. Merci une fois de plus, Philémon. Alors, il nous reste 3 minutes. Du coup, je vais passer la parole à Estelle pour une conclusion liée à cette présentation. Merci, merci infiniment Philémon. On a tellement appris dans cette présentation avec tellement d'informations, aussi de rappels même par rapport à la présentation de l'année dernière aussi. Donc un grand merci pour cette ouverture de conférence. Je voudrais en profiter pour saluer un premier sponsor et collaborateur de cette conférence, Éducation pour tous Sierra Leone. C'est une
C'est une organisation avec laquelle Ali travaille beaucoup et formant des professeurs dans les milieux ruraux en Sierra Leone. Donc, du coup, si vous avez envie de savoir plus sur Éducation pour tous Sierra Leone, c'est ept.org, je crois, ou tapez Éducation pour tous Sierra Leone pour soutenir cette magnifique association. Merci à tous pour votre présence dans cette première présentation. Nous sommes 20 autour de la table si tôt. Donc, merci, merci. Je vois des gens qui nous ont rejoints, beaucoup du Cameroun, du Sénégal, d'Angleterre, de Genève, de partout. C'est magnifique. Nous avons 5 minutes de battement pour que vous puissiez marcher un petit peu, prendre un café et nous vous rejoignons donc à E20, je pense. C'est ça, Rama, pour la prochaine session. Et le thème de la prochaine session, si je me souviens bien, ce sera l'histoire et l'enseignement de l'histoire et de la géographie. On vous en dit un petit peu plus, mais l'histoire concerne tout le monde, nous concerne tous et la géographie aussi. Donc voilà, à tout à l'heure, 5 minutes de pause.